Fatalement, tu as beaucoup de gens qui veulent devenir propriétaires, du coup ils vont se plaindre en disant on me donne pas de crédit, mais en fait ils n'améliorent pas leur situation. Exactement. Et ils n'ont pas les fonds propres. Aujourd'hui, on est dans un monde où on met beaucoup plus en avant l'assistanat, où tout est dû, les gens doivent recevoir, ça on peut rien faire. Hier, il y avait une grève avec 150 000 personnes dans la rue. Qui est Ken? Raconte-nous un peu ton parcours. Il est chaotique, on va dire. Si les profs de secondaire avaient vu, tu vois, le Ken dans le futur, jamais ils auraient cru ça. Tu vois. À ce point-là? Aujourd'hui, c'est des gens qui font rien, qui disent aux gens qui font comment faire. Je sais pas si tu as suivi la phrase, mais en vrai, il n'y a jamais un riche qui a dit nous on veut pas de l'aide sociale. Mais à un moment donné, tu vas pas rester au chômage pendant 20 ans gratos. Et puis nous, ici on est dans le fauteuil, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ah, les deux clowns là. Ils nous donnent des conseils pour gagner de l'argent. Déjà, moi je suis pas riche, je suis propriétaire de 4 unités avec ma compagne et on est locataire de notre bien. Et j'ai des crédits sur tout. Donc pour l'instant, moi, si mon locataire il me paye pas, je suis dans la merde. Tu vois. Moi j'ai de la chance que je suis un bon commercial et donc j'ai su gagner ma vie en étant commercial. Si t'es pas un bon commercial, t'as du talent dans autre chose. Ouais. Chacun doit utiliser son talent pour essayer de rendre sa vie agréable. Et en vrai, être en assistanat constant, c'est pas chouette. T'es pas dans la vie sociale. Personne est fier de dire « Ah, moi je suis chômeur » ou « Moi je travaille pas, je profite du CPS ». Personne n'est fier de dire ça. Ken, ça va? Bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Alors, première question importante, comment tu vas? Bien, toujours bien moi. Donc on est ici dans mon salon, comme j'aime dire. Et ma première question pour toi, c'est, surtout pour les auditeurs, qui est Ken? Et quand je dis qui est Ken, donc on va commencer par, avant le Ken d'aujourd'hui qu'on voit, directeur d'agence Winvest, raconte-nous un peu ton parcours et on va commencer du début à ce qui t'amène jusqu'à Ken aujourd'hui chez Winvest. Ça marche, bah, il faut quelques minutes là. Non, mon parcours, t'as ton temps. Il est chaotique, on va dire. Si les profs de secondaire avaient vu, tu vois, le Ken dans le futur, jamais ils auraient cru ça. Tu vois. À ce point-là? Ouais. Ben, moi, j'ai grandi à Anderlecht, tu vois. Chouette quartier d'Anderlecht, résidentiel. Ouais. 2 parents qui travaillent, mais pas entrepreneurs, pas riches. Donc, on a toujours eu ce qu'il fallait, mais on n'était pas dans une éducation indépendant, faut bosser de dingue. Mais on a tout ce qu'il faut, tu vois. Et à l'école… C'était pas à l'école, quoi. Ouais, va à l'école, réussis l'école, c'est tout. Et puis… j'ai de la chance, c'est que j'ai des facilités à capter, mais l'école, le système scolaire était vraiment, enfin il est toujours imbuvable pour plein de gens, tu vois, c'est vraiment, on te fout de l'info dans la bouche et personne, je me souviens de la mouche drosophile ou la belle blanche croisée avec la belle rouge, qu'est-ce que tu t'en fous, tu vois, et tu apprends des trucs à l'école, ça te sert jamais à rien, tu vois, donc c'était très dur pour moi de quitter l'école. Ouais. J'ai fini les secondaires en doublant ma 6e, j'ai doublé ma 6e, j'ai refait ma 6e. Ah ouais, quand même. Et je suis sorti, je crois qu'ils m'ont mis dehors, ils ont dit allez tire-toi. T'étais où? T'étais en Anderlecht? Anderlecht, ouais. Quelle école? Institut des Sœurs de Notre-Dame. Ouais, je sais. Près de Place de la Vaillance et tout. Mais chouette école, tu vois, franchement, j'ai un chouette parcours. Je finis et je vais pas à l'UNIF. Parce que moi, l'école, je sais que c'est pas fait pour moi, tu vois. Direct, à 18 ans, Ouais, je dis je vais travailler. Et premier job, je crois que c'est admin chez Dexia. Crédit, encaissement, documentaire, un truc vraiment… Tu classes des papiers toute la journée. Encodage et classer des papiers. Ouais. Donc, après 2 jours, je sais que l'admin, c'est pas pour moi, tu vois. Okay. Et je reste quand même 4 mois, je crois. Et donc, je postule entre-temps. Et je finis chez Partners Assurance, comme conseiller en assurance. Mais tu sais, on vend assurance auto, assurance habitation et une assurance vie privée, accident de la vie privée, c'était. Ok. Et je vends bien, parce que là, c'est commercial. Donc ça, c'est chouette, je vends bien, c'est cool. Je pars 10 jours en vacances en Turquie, plein soleil. Je rentre, j'ouvre la porte du bureau, je vois mes vieux collègues et je dis ouais, ok. À cette époque, j'ai 19 ans, tu vois. Je dis ouais, ok, c'est mort, j'arrête, je démissionne direct. C'est l'ambiance qui te plaisait pas? Mais je me dis, je vais pas faire ça pendant 40 ans, tu vois, parce que c'est cool pour rigoler quelques mois. Et puis, donc j'envoie un mail, je démissionne et je me dis, je vais reprendre des études parce qu'il faut quand même que je fasse un vrai job. Je vais à l'UNIF. Ok, mais au moins, tu sais ce que tu veux pas. Ouais, je savais ce que je voulais pas. Et moi, je traîne pas. Je suis pas du genre à faire, je vais essayer. Non, j'essaye, c'est bien, tant mieux. C'est pas bien, je change. Tu vois. Je vais à l'UNIF, langue moderne, parce que ma mère est néerlandophone. Donc, j'avais un peu des facilités en français, néerlandais, anglais. Je me dis, je vais faire ça, prof à l'UNIF. Comme ça, 20 heures de cours par semaine. Je vais en vacances. T'as les congés? J'ai les congés. Moi, j'adore le basket. Donc, je m'étais dit, je peux coacher une équipe, faire du sport à côté. Et je me dis, ça, c'est une chouette vie. Parce que tu verras tout au long. Pas du tout l'esprit entrepreneurial. Mais zéro vraiment, tu vois. Et là, je fais 2 semaines et puis il me disait un devoir et tout. J'ai dit, ok, c'est bon. Je suis retourné à l'info, j'ai dit, rendez-moi mon Minerval, je vais aller travailler, je suis pas fait pour l'école. Encore?
Ok. Et donc là, mon père, il me dit, fils, à cause de toi, j'ai plus les allocations familiales, donc tu vas aller bosser tout de suite, tu vois. Ouais. Moi, je m'étais dit, j'ai le temps. Et donc, j'ai pas le temps. Mon père, il dit, tu vas payer un loyer maintenant, 350 € à l'époque. Ouais. Mais je te parle il y a déjà 15 ans, tu vois. C'est beaucoup, hein? Donc, c'était déjà un vrai Ouais. loyer, tu vois. Et c'est bien que mon père m'a dit ça parce que j'étais travaillé. Et via, je vais travailler dans un entrepôt pour les magasins dits. Donc, magasinier, tu vois. On réceptionne les palettes, on compte les palettes, on place dans les armoires et tout, tu vois. Donc, t'as pas aimé l'admin en banque, t'as pas aimé l'assurance Non. et tu finis dans un dépôt Ouais. dit. Contrat journalier. On signait tous les jours. Et donc, moi, à cette époque, je suis jeune, tu vois. Je sors, j'arrive déchiré au bureau, mais on s'en fout parce que tu sais, les gens, ils bossent. Ouais, c'est un job alimentaire, tu vois. Ouais. Et je fais ça pendant 1 an et demi. Là, la petite histoire qui était drôle, c'est que tu sais, c'est un job de merde. C'est un job nécessaire, mais c'est un job de merde. Tu sauves rien, tu fais rien tu crées rien et tout. C'est juste usant. Et le manager, lui, il croyait qu'il dirigeait une équipe de dingue, tu vois. J'ai connu ça en job étudiant. Ouais, et il y a une soirée, je la fais un peu trop arrosée, tu vois. Donc le lendemain, je me lève, je crois qu'il est 10h, mais je devais être au boulot à 8h, tu vois. J'appelle, je dis, ah sorry, mon petit frère est malade, je dois le garder le temps que ma mère rentre du boulot et tout. J'arrive vers 11h, tu vois. Et tu sais, une couille. J'arrive au bureau et c'est une dalle, mais c'est la taille d'un terrain de football, tu vois, la dalle. Et le manager, il est au fond du truc, il marche vénère, il me dit, dans mon bureau. Je dis, quoi il parle, tu vois, qu'est-ce qu'on s'en fout, on signe des contrats journaliers. Ouais. J'arrive en retard, je pointe en plus. Donc il me paye que mes heures pointées. En vrai. Donc je pointe à 11h, je pars à 14h, il me paye 3 heures. TP tu de vois. 11 à 14. Donc de quoi il parle, tu vois. Il m'amène dans le bureau, il me dit, ouais, ton frère, il n'a pas une mère et tout. Je dis, ma mère, elle gagne 5 fois plus que moi. Pourquoi ma mère quitterait le boulot? Et je dis, tu sais quoi? Ah, tu es enculé, je me casse. Et je démissionne. Et là, je lui dis, ah merde. Ah, j'imagine ton père. Et je lui dis pas en fait, je lui dis pas. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on avait le bureau Manpower dans l'entreprise, parce qu'on allait signer des contrats tous les jours, tu vois. Ah, carrément. Ouais. Tu passes au bureau, tu signes, tu vas travailler. C'est ça. Et c'était Florence If qui s'occupait de Manpower là chez nous, et je m'entendais super bien avec elle, Ouais. parce qu'elle avait vu, je dis, qu'est-ce que ce gamin vient faire ici? Parce que en vrai, je suis pas bête, tu vois. Donc Ouais, ça, c'est ouais. ma force. C'est pour ça que je m'en suis sorti par après, tu vois. Mais je disais, qu'est-ce qu'il fait là, ce gamin, tu vois. Et donc, on s'entendait bien. Et je lui dis, Florence, j'ai merdé. Et je viens d'insulter le manager et je démissionne. Donc, il faut que tu me trouves un boulot pour lundi, quoi, tu vois. Et vendredi, j'arrête le lundi, je fais le même job chez DHL pharmaceutique, tu vois. Magasinier. Magasinier. Et donc, j'ai fait magasinier pendant 3 ans. Et là, je rencontre. ouais, quand même. Ouais, pendant 3 ans. En fait, mais comme je sortais et tout, c'était cool. Et je vivais chez mes parents, donc j'avais pas besoin de gagner ma vie de dingue. Si je voulais être absent, j'étais absent. Je pointais. C'était bien, Ouais, tu je vois vois. le genre. Et je rencontre ma première compagne et elle tombe enceinte. Et là, Ouais. je me dis, ok, maintenant, Ah, là, c'est mort. Hein. là, maintenant, c'est fini de déconner. Je cherche un job. Je finis chez Vandenborg, Ouais. Vendeur. vendeur en magasin. Très chouette, bonne école, parce que tu dois tout vendre. Contact Bonne- humain. Ouais. Là, tu commences à voir que tu kiffes ça. Et ça, je sais que là je suis bon. Et Ouais. donc, je vends bien chez Vandenborg, je commence à gagner un vrai salaire, tu vois. Et puis, là, encore une fois, le manager, il pensait que j'ai un problème. Mais Ah, tu sais pourquoi je souris? Parce que je te rejoins. Parce que moi-même, quand je bossais en job étudiant, je faisais serveur. Et tu as des mecs qui sont dans un hôtel depuis 30 ans. Le gars, il est maître d'hôtel. Donc, en vrai, il y a un resto, c'est le responsable des serveurs. Mais on dirait le directeur de Microsoft. Et toi, tu arrives en job étudiant, tu es encore jeune, tu sais que tu as l'avenir devant toi, tu sais que tu n'es pas bête et tout ça, et tu arrives, tu as quelqu'un qui te parle comme si c'était le roi du monde. Alors que toi, donc lui, il pense que tu rêves de son métier. Alors que toi, ce serait un cauchemar de finir là. Et je comprends, c'est là le problème. Le gars, il te parle comme ouais, si l'apogée, c'est lui, alors que toi, tu vois lui comme ce que tu veux pas être. Ouais, C'est ça, non? je passe par là pour apprendre, Voilà, tu vois. ouais. Moi, je comprends. Mais c'est même pas. Le manager, il était un peu bête, mais c'est pas grave, tu vois. Et en fait, là, pourquoi j'ai démissionné? Parce que j'ai de nouveau démissionné. Moi, je suis basketteur, tu vois, je viens avec mon sac de basket, comme tu vois là maintenant, je suis Ouais. avec mon sac. Et en fin de journée, mais le gars, il travaille avec nous tous les jours, il mange avec nous le midi, il fait la bise le matin, bise le soir, tu vois. Et un soir, il me dit, hein, je vais faire un check-back. Et je dis, quoi? Tu vois, tu veux faire un feedback de la journée? Parce qu'on avait souvent des feedbacks de qui a vendu les assurances, les compléments, Ouais. tu sais, des petits sambons pour les aspirateurs, des conneries comme ça. Ouais, Mais ouais. c'était chouette, j'aimais bien la compète, donc j'aimais bien vendre. Je lui dis, tiens, il veut un feedback. Il me dit, non, je vais faire un check-back.
Un check-back. Il dit, je vais vérifier que tu n'as rien dans ton sac. Et je lui dis, attends, tu étais en train de me soupçonner de vol. On peut faire ça? Il peut pas. Mais j'ai dit, mais tu vas pas fouiller mon sac en fait. Parce que moi, je vole même pas 50 cents à un paquet, tu vois. Et quand le gars il me rend trop de monnaie, je rends l'argent. Moi, je volais, tricher, c'est pas du tout dans mon éducation. De toute façon, tu passes, ça sonne, en vrai. Non, parce qu'il y avait la sortie par derrière, tu vois. Okay. Donc, il soupçonnait. Et j'ai dit, mec, tu fouilles pas mon sac, tu vois. Il dit, mais si, je vais le faire. Et je dis, t'es sûr de toi? Il me dit, ouais. Je dis, bah vas-y, fouille. Il me dit, ok, c'est bon, t'as rien. Je dis, bah ok, je démissionne. Et je démissionne direct. Mais là, ma femme de l'époque, elle est enceinte. Et là, je me dis, oh putain, mais je suis vraiment con, tu vois. J'allais dire, c'était un peu impulsif. Ouais, j'étais. Maintenant, avec le temps, là, je me suis calmé, tu vois. Mais à l'époque, j'ai 22 ans. Et les gars, ils veulent fouiller mon sac, alors que moi, je vole pas 50 cents à un paquet, tu vois. Et je le prends super mal. Surtout que, à la limite, il appelle Groupe 4 ou Securitas. Voilà, fouiller le bac. Ou alors, si c'est un protocole tous les jours. C'est un protocole, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais là, c'est comme si je te dis en sortant, tiens, je trouve plus mon téléphone, tu veux pas, je peux regarder dans tes poches. Mais Ken, t'es malade ou quoi, tu vois. Ça n'a pas de sens. Donc, là, j'appelle mon père qui travaille à la banque et je dis, bon, papa, maintenant tu me fais rentrer à la banque, tu vois. Ouais. Ça faisait des années qu'il ne voulait pas, parce qu'il connaissait le loustic, tu vois. Il dit, je ne vais pas venir à la banque. Et je lui dis, pas, je vais, papa, maintenant, tu fais ce que tu veux, mais tu me fais rentrer. Et via, j'ai un entretien d'embauche et je rentre à la banque. Et là, c'est parti, tu vois. Je commence à la caisse. Et là, c'est là où mes capacités de compréhension, d'adaptation, de logique Ils sont utiles. Ouais, je passe de la caisse en 2 ans de temps à chargé en investissement. Donc, je sais plus c'était quoi le terme, General Banker Investment, ils appelaient ça. Et donc, grâce au manager de l'époque, qui lui, il avait cru en moi. Il m'a dit, vas-y, postule, je vais t'aider. Et je suis monté super vite. Puis, je suis devenu gestionnaire de patrimoine chez ING et j'ai fait ma carrière là pendant 9 ans. Et donc, ça a changé ma vie parce que je suis vraiment devenu professionnel. J'ai compris c'est quoi le monde du travail. J'ai appris, et ça, à la banque, il faut le laisser. Quand tu es dedans, tu as un parcours doré, tu vois. Ouais. Des formations, tu peux progresser, tu peux passer de plein de jobs différents, changer un petit peu de vision. Donc, tu peux faire les crédits, les investissements, gérer les professionnels. Tu peux être manager, aller au siège. Franchement, il y a plein de jobs. Tu as des formations pour tout ça, tu as des diplômes. Donc, la banque, c'est vraiment un milieu que j'ai fort apprécié. J'ai rencontré plein de gens aussi très chouettes. Tu as quand même fait 9 ans. 9 ans, parce que c'était un chouette métier. En fait, en 9 ans, tu n'as pas fait la même chose, c'est ça que tu veux dire? Ouais, j'ai changé tout le temps, tu vois. Et j'ai besoin de changement, mais la banque te permet, si tu es motivé et impliqué, d'avoir ce changement. En parallèle, mon meilleur pote, mon frangin, on se connaît depuis qu'on a 3 ans, c'est Jonathan Pham, le fondateur de Winvest. Ah, d'accord. Ouais, c'est que je me demandais comment est-ce que le mec qui part d'ING a... Ok. Bah c'est ça, et moi j'avais... Là, tu me fais le pont. C'est ça le pont. Et moi, j'avais un vrai job à la banque que je ne voulais pas quitter. Et dans mon parcours banquier, John lance Winvest. Donc, je suis l'ouverture de Winvest. Évidemment, je suis son premier fan, tu vois. Et il me dit, ah, viens. Je dis, non, écoute, moi, je suis bien chez ING. En plus, John, c'est un malade mental. Donc, on va se disputer, tu vois. Parce que lui, il bosse de 5h à 10h du lundi au dimanche. C'est un passionné. C'est plus que ça. Pour un faire un obstiné. parallèle, c'est Kobe Bryant du basket, tu vois. C'est un obstiné, ouais. C'est un obstiné, c'est toujours un partenaire. Et je dis, non, on va pas travailler ensemble. On va se disputer, on va gâcher l'amitié, laisse tomber, tu vois. Puis les années passent, Covid arrive. Et lui, il remanie le commissionnement des agences. Et donc, tous les agents de Bruxelles se cassent. Ouais. Et en plus, pendant Covid, ils sont limite, je ne sais pas qu'ils vont faire faillite, mais comme tout le monde, quoi. Ça a été chaud pour tout le monde. Et lui, il parvient à relancer la machine. Et là, il m'appelle, il me dit, Ken, il faut que tu viennes m'aider. Et chez nous, les agences ferment, télétravail et tout. Et moi, télétravail, c'est Netflix, sieste, PlayStation, tu vois. Donc, je ne crois pas au télétravail. Ça, tu me racontes ce que tu veux, mais... Il y a beaucoup de gens comme ça. Télétravail, ça n'existe pas, tu vois. Ouais. Tu n'as pas de culture d'entreprise, les gens ne travaillent pas, tu te lèves à 9h, à 9h01 tu commences, tu as encore les yeux qui collent, tu fais ton café. C'est n'importe quoi, tu vois. Donc là, je me dis, bon, ok, la banque va plus me plaire, vas-y, je viens. Je viens chez Winvest. Ah donc toi la banque t'a proposé de faire du télétravail? Ouais. Et c'est toi qui voulais pas faire le télétravail? Non, moi je veux pas faire ça. Carrément, même en banque? Ah non, j'aime pas ça. Je sais que je vais pas... T'es pas productif? Non. Je t'avoue que je pourrais le faire, mais moi aussi j'aime pas rester à la maison. J'aime pas ça. Moi, j'ai envie de voir les gens, j'ai envie de bouger. Et c'est grâce aux gens qu'aujourd'hui, j'ai une si chouette vie. Parce que j'ai rencontré plein de gens avec qui je me suis très bien entendu, qui m'ont appris plein de choses. À la banque, il y a des gens qui m'ont appris plein de choses. Pour le nommer, c'était Maxime Dubois. Il rejoint ING. Et moi, je suis sur un parcours classique, tranquille, tu vois. Et lui, il vient, c'est une machine de guerre, tu vois. Et je dis, ah putain, lui, j'aime bien. Je suis.
Et moi, je suis un bon suiveur, je suis un bon second, tu vois. Ouais. Donc, je vois des gens, je dis, ah, lui, j'aime bien, hop, je suis. C'est comme ça que je suis John aussi, parce que c'est John qui crée WeInvest. Moi, je viens suivre l'élan de gens qui ont des idées. Toi, aujourd'hui, tu vois, tu fais ton podcast. Moi, je ne crois pas qu'un jour, je ferai mon podcast, mais je suis ton élan. Ok. Rendez-vous des propriétaires, c'est eux qui créent ça. Hop, je suis leur élan, tu vois. Ouais, Et donc, je ouais. suis toujours un bon suiveur, mais pas un initiateur, tu vois. Et donc, pour revenir, Covid, il relance les agences. Je dis, vas-y, je viens, je quitte ING pour devenir à moitié indépendant, à moitié employé, parce que comme je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas faire de stage hippie. Ah, mais oui. Donc ça, c'est ma chance, c'est que le fondateur de WeInvest est mon frangin, et je suis le seul agent immobilier à être employé. Oui, parce que tu l'utilisais l'IPI de Ah ouais, de la boîte. et en général, dans l'immobilier, ils n'engagent pas des employés. Tout le monde est indépendant. Et donc là, moi, je suis pour la moitié du temps employé, et pour l'autre moitié du temps, lui, il m'engage comme manager, formateur des équipes et tout, parce qu'avec l'expérience bancaire, crédit, financement, gestion de patrimoine, succession, donation et tout, ben moi, je forme les équipes. Et ça change aussi la vision. Enfin, tu as une autre vision parce que tu es à la place du client, dans le sens où tu sais ce que le client doit avoir pour que tu puisses lui vendre X ou Y bien. Ben, comme toi dans ton métier, nous, une Ah fois ouais. qu'on maîtrise tout ça, quand un client vient, tu sais dire, tiens, pour toi, ça, je pense que c'est le meilleur chemin. Pour toi, c'est celui-là. Et il y a plein d'agents immobiliers aujourd'hui, sans être critique, c'est juste un manque de formation, de connaissances, plein d'agents immobiliers qui ne savent pas. Quand tu hérites, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tes grands-parents ont 85 ans, mais ils ont plein d'immobilier, qu'est-ce qu'ils font? Les gens ne savent pas. Et donc, moi, je donnais les formations chez WeInvest comme ça. Et donc, meilleur move de ma vie parce que tu as cette liberté quand même en tant qu'indépendant qui est quand même très agréable. Et moi, aujourd'hui, j'ai un équilibre vie privée et vie pro qui est exceptionnel, tu vois. Donc, non, le fait d'avoir rejoint WeInvest était une chance incroyable. Quand tu rejoins WeInvest, bon, déjà pour ceux qui ne savent pas, donc WeInvest, c'est quoi? C'est une agence. C'est combien d'agences, combien de collaborateurs? Je pense que vous faites toute la Belgique aussi. Ouais, donc quand moi j'ai rejoint WeInvest, on n'est pas nombreux, tu vois, je crois qu'il y a peut-être une dizaine d'agences. Ok. À Bruxelles, on doit être 10. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus de 35 agences en Belgique. On est ouvert en France. On va encore se développer dans d'autres pays. Et à Bruxelles, il y a 6 agences et on est 40 aujourd'hui. Donc moi, j'ai vu le WeInvest familial petit T'es arrivé, groupe, vous étiez 10. ouais, dont John, le chef de l'équipe. Et donc là, tu es un vrai chef, tu vois. Je te dis, John, c'est un malade. Donc nous, on avait des routines quotidiennes. Donc on a envoyé du lourd, tu vois, c'était très chouette. Et puis cette équipe a grandi et maintenant, on est un vrai groupe, tu vois. WeInvest, et pour ceux qui ne connaissent pas, WeInvest a un peu dépoussiéré le monde de l'immobilier en amenant du marketing très moderne où on met en avant du branding personnel. Donc on a vraiment mis en avant des agents, dont moi. Ouais. Et là, c'est là que je dis que je suis un suiveur. J'ai profité de Ce mouvement-là. ce marketing de WeInvest pour me mettre moi en avant et de gagner plein de clients et de notoriété, tu vois. Ok, mais donc du coup, aujourd'hui avec l'agence, comment vous voyez le marché? Bah, nous, on veut se développer, donc on continue. En fait, on a attiré pas mal d'agents d'autres agences chez nous. Et donc, en fait, le gâteau, lui, il ne bouge pas, il reste le même. C'est juste qu'aujourd'hui, on a plus de parts de gâteau. Plus on attire de gens, plus on ouvre d'agences, mais plus notre part de gâteau grandit, tu vois. C'est quoi qui fait la différence entre WeInvest et les autres? Allez, Ceinture 21, WeInvest. Parce que je ne connais pas en fait. Le marketing, donc l'image qu'on dégage. Ok. Aujourd'hui, WeInvest, on va tourner la 6e saison d'une émission sur RTL TVI, Je vends ma maison. On est la seule agence en Belgique à avoir une émission qui nous est dédiée et ça fait 6 saisons complètes, donc c'est un vrai investissement. Ça donne énormément de visibilité, surtout en Wallonie. Hein, il faut dire la vérité, à Bruxelles, les gens regardent moins ce type d'émission. Mais donc sur la Wallonie, on est très connu. Et puis aujourd'hui, grâce au podcast On doit trouver Conseil Immo, conseillez-moi, ouais. Conseil Immo, on touche aussi toute la partie des clients investisseurs intéressés de loin ou de près à l'immobilier. Et donc, on met en avant tous les directeurs, quelques agents, dont moi, tu vois, Ouais. qui avons une certaine expertise. Et ça nous permet de briller au niveau marketing, branding personnel, tu vois. Et les gens, aujourd'hui, la vérité, quand ils font une transaction immobilière, ils n'achètent pas une marque, ils veulent la confier à un humain. Et ça, WeInvest l'a bien compris, c'est qu'ils mettent vraiment l'humain en avant. Et quand je dis l'humain, parce que souvent les gens disent « pourquoi je rejoins l'immobilier ?» Parce que j'aime bien le contact humain. Et tout le monde aime bien le contact humain, tu vois. Quand on dit on met l'humain en avant, c'est la personne qui est chargée de ton dossier, on le met vraiment en avant. Comme ça, quand tu merdes, on sait c'est qui a merdé, tu vois. C'est Ouais. pas c'est la faute de Century. Non, non, c'est la faute de Ken. Chez WeInvest, il a mal travaillé, tu vois. Et donc, Ok. ça met une vraie... Et puis ça responsabilise aussi. ça responsabilise, ça met vraiment l'humain
responsable du dossier et pas Winvest. Même si Winvest... Et puis aussi, ça crée la proximité avec le client. Clairement. Et ça, Winvest l'a bien Il est compris. plus à l'aise. Ça nettoie un peu aussi le problème de... tu sais bien, il y a beaucoup de gens qui disent je veux pas d'agence, je veux vendre mon bien, je veux pas d'agence, j'aime pas les agences. Donc, c'est cette image-là qui était un peu négative et c'est bien de... Mais je peux comprendre certains propriétaires qui disent « Ah, moi, je veux pas d'agent parce que malheureusement, dans l'immobilier, tu as soit des agents qui fonctionnent très bien, qui sont en général directeurs d'agence ou tu sais, qui ont une vraie expertise, ils ont 35 ans, 40 ans, ça tourne, c'est des vrais agents. Mais combien de gamins de 21, 22 ans veulent pas se lancer dans l'immobilier parce qu'ils pensent qu'ils vont rouler en Porsche 6 mois plus tard. C'est bien entendu. Et l'immobilier, c'est un métier très compliqué, légalement parlant. Donc si tu sais pas lire des documents et prévenir tes clients, ben, tu les mets dans la merde. Et quand tu envoies un gamin de 22 ans, 23 ans vendre des biens et qu'il n'a pas mis en alerte des potentielles infractions urbanistiques ou qu'il n'a pas lu les PV d'AG correctement et qu'entre l'offre et le compromis, le client se dit « Ah putain, mais ça, il ne m'avait pas dit. Ouais. Ah putain, l'agent immobilier, vraiment, c'est un ouvreur de porte. » Ben, en vrai, des fois, ils n'ont pas tort, tu vois. Et donc, je peux comprendre que notre image globale, ben, des fois, elle est abîmée, comme dans tout. Hein. Ah ouais. Tu sais, il suffit de quelques mauvaises expériences. Ah ouais. C'est, les ambassadeurs positifs ont moins d'impact qu'un ambassadeur négatif. Et quand tu vis une mauvaise expérience avec un gamin de 23-24 ans qui ne connaît rien, et ce n'est même pas de sa faute. À 23-24 ans, tu n'as pas l'expertise, tu n'as encore rien acheté, tu n'as encore jamais été chez notaire. Qu'est-ce que tu vas raconter des trucs que tu n'as fait qu'entendre via. Et donc, ouais, ça impacte un peu l'image de l'immobilier. Donc, que vous essayez de corriger, enfin, que vous êtes arrivé à corriger, on va dire. Parce que bon, 35 agences, c'est déjà corrigé. Ouais, c'est déjà corrigé. Maintenant, et aujourd'hui, beaucoup d'agences nous copient, font la même chose. Ouais, on fait beaucoup de marketing, tout le monde fait ça, on se met en avant. On a des outils pour relancer automatiquement les clients, les visites, être sûr de rincer les leads jusqu'au bout, tu vois, qu'on ait un nom, on n'a pas arrêté. Tout ça, c'est la partie commerciale mise en avant. Ce qui manque aujourd'hui, c'est des outils où on va vérifier l'admin pour les gens. Parce que le gamin de 24 ans, il peut très bien travailler. Tu sais, il a du réseau, il amène des clients, mais à chaque fois, il merde parce qu'il n'a pas étudié le dossier administratif comme il faut. Et là, aujourd'hui, avec toute mon expertise de l'immobilier, de gestion de patrimoine et tout, avec mon frère, on a créé une plateforme ah ouais, tu m'avais dit ça. qui va permettre aux agents immobiliers de donner tous les documents à une plateforme avec l'intelligence artificielle qui va lire tout ça, en extraire les données, les comparer et prévenir un agent immobilier. Attention, tu ne vends pas un 2 chambres, tu vends un 1 chambre plus bureau. Vérifie qu'il a la bonne destination urbanistique. Attention, sur base des photos, on a vu que les croisillons des châssis étaient plus bons. Ok. Va vérifier, tu vois. Et donc, nous, on va, sur base de l'analyse de tous ces documents, plans, photos et tout, terrible, extraire des infos. Évidemment, on ne règle pas les problèmes, mais on va dire à l'agent, attention, là, il y a un souci. Ouais. Ou quelque chose à vérifier. Ou prévenir les clients acquéreurs qu'il y a quelque chose. Et nous, on va faire une fiche récap avec tous ces points-là. Et on les donne aux clients et ils disent, OK, ben c'est bon, maintenant, entre l'offre et le compromis, il n'y a plus de négo possible. Et donc, on va améliorer la qualité. Et protéger le client, en fait. Protéger le client, protéger l'agent. Ouais, parce que quand entre l'offre et le compromis, tu as une négo et le propriétaire, finalement, il vend 10 000 en moins à cause de toi, il dit, ta com, je te la paye pas, tu vois. Puis tu es là, oh putain, tout ce travail. Et en vrai, tu n'as pas vraiment de quoi négocier parce que c'est ta faute. Ah, c'est ta faute, ouais. À lui, tu as payé pour pas avoir de problème et au final, il y a des problèmes. C'est toi qui as oublié ce problème-là. Et donc, tu es parti en justice pour essayer de récupérer ta com ou commercialement parlant, tu fais un geste, tu dis écoutez, je comprends, mais il me faut quand même un petit peu. Et donc, nous, on va essayer d'améliorer toute cette partie-là qui est un peu délaissée aujourd'hui, tu vois. Comment il était venu? Ou alors tu as fait une erreur? Non, ben oui. Même chez Winvest, qui est un groupe où, je te dis, John est un malade, donc on a des structures, c'est vraiment bien structuré. On a des admins qui disent les documents pour nous et tout, donc on a des vraies équipes, tu vois. Carrément. Mais les agences où il n'y a pas d'admin, je me dis putain, le travail qu'ils doivent faire, c'est compliqué. Et malgré tout, même chez nous, ben, des fois, ça arrive. On n'avait pas lu ça, tu vois, on n'a pas fait attention. Parce que, tu sais, des fois, tu es pris dans le truc, le propriétaire, il veut vite vendre, il te met la pression. Ouais. Tu fais l'annonce, tu as une offre dans la semaine, putain, génial, mais on n'a pas encore reçu les documents et tout. Et puis, les merdes arrivent, tu vois. Donc, finalement, tu as une offre, mais en fait, il n'y a rien qui va parce que… Et puis, l'offre part. Ouais, donc, le gars, il est fâché parce que ce qu'il achète, c'est pas ce que tu lui as dit. Exact. Et en plus, tu ne peux pas lui dire merci, tu as signé, mais c'est que maintenant que j'ai les renseignements urbanistiques. Voilà. Et donc là, les problèmes arrivent, tu vois. Ouais, j'ai déjà eu le coup. Ah, tout le monde a eu le coup. Même les bons agents immobiliers, il n'y a pas un agent qui me dit… J'ai déjà vu ça. Non, j'ai jamais eu le coup, tu vois. Donc, et donc, c'est de là d'où vient cette idée-là. Ouais. Et donc, c'est quoi?
que pour les agents, en fait, c'est pas pour les clients. C'est que pour les agents immobiliers. Et donc, c'est une plateforme où le propriétaire viendrait aussi. Parce que ça aussi, c'est un propriétaire qui vit une mauvaise expérience dans l'immobilier, c'est parce qu'il n'a pas reçu de feedback. Il ne sait pas où en est son dossier. Ça fait 2 semaines que l'agent n'a pas appelé. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il ne sait pas. Ouais. Sur la plateforme, on sait exactement le nombre de demandes de visite. On sait si le dossier est complet ou pas. Il y a un chat, donc on peut discuter. Tiens, ça en est où? Ah, j'ai des visites mardi, voilà, je te fais le feedback. Tout est regroupé et le notaire du vendeur est sur la plateforme aussi. Parce que là aussi, on a fait l'exercice d'aller parler à des notaires, à des agents. C'est bizarre, mais les notaires et les agents, ils se détestent, tu vois. Vraiment, il y a… C'est grave, hein, j'ai déjà vu ça. C'est dingue, tu vois. Alors qu'on a le même client et qu'on veut tous les deux que la transaction se passe très vite. S'ils s'entendent, ça va plus vite. Mais en fait, là où est le problème, c'est que tu as des admins juristes et tu as des commerciaux cow-boys. Parce que nous, on a un peu freestyle. Le truc classique, je connais. Et là, c'est des discours et des vocabulaires différents. Et donc, ça clash direct. Alors qu'en vrai, c'est juste une mécompréhension, une mauvaise communication. Et cette plateforme va permettre que tous ces intervenants soient sur le même lien et qu'on se discute. Il n'y a pas longtemps, je demande à un client d'envoyer un document. Il me fait un mail avec tous les documents. Le mail passe pas parce qu'il est trop lourd, tu vois. Ouais. Et puis je lui dis envoie-moi un WeTransfer. Mais il sait pas, il dit je connais pas et tout. Je dis putain quel enfer. Pour l'instant Yabox, on est en train de le finaliser, n'est pas dispo. Mais sur Yabox, tu glisses tous tes documents et que ce soit des photos, des zips, n'importe quoi, tu le mets. L'outil va reconnaître les documents, les renommer pour toi, les classer, extraire les infos. Il les renomme. Ouais, il les renomme. Parce que souvent tu reçois un mail avec 10 trucs et ça s'appelle XZ3227. Ouais, ah putain, je dois tout ouvrir pour savoir. Et puis tu dois tout renommer. Et puis des fois, il t'envoie une page du PEB et dans le 7e, c'est l'autre page du PEB, tu dois les remettre ensemble. Tu es là, ah, vas-y, je m'en sors pas, tu vois. Ben, nous, la plateforme, on gère ça pour toi. Donc, Ou des photos WhatsApp. Ouais, et donc le gars qui dit, je suis pas à la maison, je dois d'abord. Ben, en fait, fais-moi une photo. Fais une photo et on la met dans le document pour toi. Tu dois même pas te casser la tête, tu vois. C'est une chouette idée. En tout cas, je vous souhaite de réussir ça. Bah, j'espère. Franchement. Alors, sinon, j'ai une question. On va parler du belge et du marché. On va structurer ça comment? Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du marché donc, immobilier pour ceux qui, on va commencer, doivent investir aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Et puis après, on va faire ceux qui doivent investir et on viendra à la question des changements de loi. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Évidemment. Donc, commençons par ceux qui doivent investir aujourd'hui. Comment tu vois? Donc, ceux qui ne sont pas encore propriétaires. Ouais. Là, tu l'avais dit avec Ismaël dans ton podcast aussi, dès que vous pouvez acheter, il faut acheter. Ouais. Ça, c'est une obligation. Et aujourd'hui, il faut redescendre les critères parce que les gens veulent la 4 façades, le bel appartement et tout. Si on prend nos parents à l'époque, moi je prends mes parents, au début on vivait dans un petit appartement sans prétention à Anderlecht. Ils ont vendu cet appartement, ils ont acheté une première maison hors de Bruxelles, à Halle. À l'époque ça coûtait rien. Ça coûtait rien du tout. Ouais. C'était rien, mais c'était une petite maisonnette de ferme, tu vois, rien d'exceptionnel. Et puis ils l'ont revendu, et puis ils ont acheté une maison. Et bon, après ils ont revendu parce qu'ils se sont séparés et tout, mais ça s'est fait petit à petit. Et à l'époque on vivait dans une maison simple vitrage. Avec une chaudière en mazout, tu sais, c'était éclaté au sol, mais on était contents, on avait notre toit et ils se sont enrichis malgré tout. Parce que la maison à l'époque, je crois qu'ils l'achètent 1 million de francs belges peut-être, ou 1,5 million, ça vaut rien. Et puis 5 ans plus tard, ils la revendent 3 millions. Ouais. Donc ils doublent quand même leur capital en 50 ans, tu vois. Ouais. Alors qu'on était dans une maison éclatée. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui diraient non, moi je vis pas là-dedans. Mais nous on l'a fait et mes parents sont enrichis comme ça, tu vois. Et donc aujourd'hui, tu es seul sur Bruxelles, parce que je vais prendre Bruxelles, moi je suis de Bruxelles, et petite parenthèse, achète là où tu connais. Ouais. T'es de Charleroi, t'achètes à Charleroi, t'es de Liège, t'achètes à Liège, t'es de Bruxelles, t'achètes à Bruxelles. Après, si t'as vécu dans des zones et que tu connais, t'as la famille et tout, pourquoi pas aller, tu vois. Mais moi, je n'achète qu'à Bruxelles parce que je connais que Bruxelles. Okay. Avec le basket, avec mon boulot, j'étais dans tous les coins de Bruxelles. Ouais. Je sais vraiment là où c'est chouette, là où c'est pas chouette, là où c'est coupe-gorge ou pas, tu vois. Ouais. Mais dès que tu peux acheter, même mon premier achat était à 23 ans, j'ai fait avec le fonds du logement. Donc j'ai dû mettre 8 000 € sur la table. Aujourd'hui, 8 000 € sur la table, si tu t'es un peu cassé le cul, c'est pas déconné, tu vois, franchement. En plus, le fonds du logement, il paye les frais d'acte. Hein. Il paye tout. Il paye même les travaux. Moi, j'avais fait un achat avec travaux, avec frais, et ils m'ont dit, OK, sur base de vos revenus et tout, vous devez juste mettre 8 000 €. Je dis, c'est tout. Bah ouais, c'est tout, vas-y, OK, c'est bon. Et donc, j'ai acheté mon premier bien grâce à eux, alors que je gagnais pas ma vie. J'étais avec la première compagne qui, elle, était au chômage. Je crois qu'elle touchait
500 balles et elle faisait un stage à côté. Et moi, j'avais mon petit salaire de 1500 € de l'époque à la banque. Donc, on avait à 2000 €. On a su acheter, tu vois. C'était vraiment pas dingue. C'est juste que… Et à l'époque, j'y connaissais rien. J'ai eu la chance de me dire, tiens, on va acheter comme ça c'est fait. C'est un coup de bol. Pour octroyer les crédits, c'était plus simple. Ouais, mais aujourd'hui, tu gagnes plus de 2000 € à deux. Hein. Oui, Aujourd'hui, oui. je ne connais pas les salaires exacts, mais tu as un petit job de caissière ou quoi, tu es à 1008, tu vois. Ouais, c'est sûr. Tu travailles à la banque, à la commune, tu es à 2000, 2100. Il n'y a plus un salaire si bas, tu vois. Et si tu es en couple, bah, tu es vite à 4000 €, tu vois. Et si tu n'y es pas, va à la boulangerie le dimanche, donne du coaching au basket, au foot, va chez les scouts. Flexi-job. Fais un truc, tu vois. Fais un truc en plus. Job, ouais. Et les gens qui ne veulent pas le faire, bah alors tant pis, ils restent locataires, tu vois. Et c'est ça aujourd'hui, comment va le marché belge? Aujourd'hui, il y a trop de gens qui veulent sans donner en retour, tu vois. Et ça va pas. Tu peux pas recevoir et rien donner. Et ça, je trouve sans que ce soit difficile. C'est ça qui Et en vrai, c'est même pas difficile. Tu sais, aller à la boulangerie le dimanche, travailler 4 heures le matin, tu fais ça 4 dimanches par mois, bah ça te fait un petit, je sais pas moi, 500-600 balles en plus par mois. C'est bien, c'est de l'argent en plus. C'est 6 000, 7 000 l'année. Que la banque prend en compte, qui te permet d'être propriétaire, qui te permet après de plus le faire et d'avoir une vie plus agréable. Tu vois, il n'y a personne qui a réussi sa vie sans travailler, ça n'existe pas, tu vois. Et donc ça, c'est ça qui me fait peur un peu aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on met beaucoup plus en avant l'assistanat, où tout est dû, les gens doivent recevoir sans plus rien faire. Ben, hier, il y avait une grève avec 150 000 personnes dans la rue. Aujourd'hui, c'est les gens qui font rien, qui disent aux gens qui font comment faire. Je ne sais pas si tu as suivi la phrase, mais… Ceux qui font rien, c'est ceux qui disent à ceux qui font comment faire. Ouais, c'est une dinguerie, tu vois. C'est clair. C'est une dinguerie. Et ça passe, c'est normal pour plein de gens. Hein. C'est normal pour presque la moitié de la population de dire « Ouais, nous, on fait rien, mais les riches, vous allez nous payer. » En vrai, il n'y a jamais un riche qui a dit « Nous, on ne veut pas de l'aide sociale, on veut pas… Ouais. On veut bien tout ça. » Mais à un moment donné, pas gratos, quoi. Tu ne vas pas rester au chômage pendant 20 ans gratos. Ça n'existe pas, tu vois. Si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu ne sois pas encore propriétaire. Il devient de plus en plus difficile, malheureusement, d'investir dans l'immobilier en Belgique. C'est pourquoi j'ai créé un cours en 7 étapes pour que tu puisses investir de façon la plus safe possible et donc générer tes premiers revenus locatifs. Je te mets le lien en description de cette vidéo et sur ce, on y retourne. Et donc, personne n'est contre l'aide sociale. Aujourd'hui, en Belgique, il fait bon vivre parce que justement, on a toutes ces aides. Et il n'y a personne qui dit on va balayer tout ça. Aujourd'hui, c'est comme aux États-Unis, c'est le Far West, les riches s'en sortent, les pauvres crèvent. Non, on veut une communauté normale, mais on veut quand même, à un moment donné, que les gens qui ont besoin d'aide le rendent. Et donc, on ne donne pas de l'argent comme ça gratos, tu vois. Ouais, donc, fatalement, tu as beaucoup de gens qui veulent devenir propriétaires. Du coup, ils vont se plaindre en disant « on ne me donne pas de crédit ». Mais en fait, ils n'améliorent pas leur situation. Exactement. Et ils n'ont pas les fonds propres. Tu vois. Ouais, mais tu peux l'avoir. Et les fonds propres, c'est parce que, comme tu dis aussi, il faut se les créer. Se les créer, c'est quoi? Tu viens de parler de… bêtement, tu vas à la boulangerie, comme tu as dit, où tu fais un flexi, tu as 600 € par mois en plus. Par an, ça te fait 7002. Tu le fais 3 ans, tu as tes fonds propres. Oui, tu as tes fonds propres. Et ouais, c'est dur. Tu vois. Et puis nous, ici, on est dans le fauteuil. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ah, les deux clowns, là, ils nous donnent des conseils pour gagner de l'argent. Déjà, moi, je ne suis pas riche. Je ne sais pas si c'est toi, mais moi, je ne suis pas riche. Je suis propriétaire de 4 unités avec ma compagne et on est locataire de notre bien. Et j'ai des crédits sur tout. Donc, pour l'instant, moi, si mon locataire ne me paye pas, je suis dans la merde. Tu vois. Mais je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, chacun a ses capacités, ses compétences. Moi, j'ai de la chance que je suis un bon commercial. Et donc, j'ai su gagner ma vie en étant commercial et je n'ai pas dû aller à la boulangerie ou faire du chauffage ou aider un pote à faire des toitures, tu vois. Si tu n'es pas un bon commercial, tu as du talent dans autre chose. Ouais. Et chacun doit utiliser son talent pour essayer de rendre sa vie agréable. Et en vrai, être en assistanat constant, c'est pas chouette, tu vois. Tu n'es pas dans la vie sociale. Personne n'est fier de dire « Ah, moi, je suis chômeur ». Ou « Moi, je travaille pas, je profite du CPS ». Personne n'est fier de dire ça. Par contre, ah là, j'ai 2 jobs, je m'en sors, je gagne 3005 par mois, je bosse comme un dingue parce que j'ai des projets et tout. Là, tu es fier. Ouais. Et je pense que c'est ça que Georges-Louis Boucher, très maladroitement dit. Il faut qu'on redonne cette motivation aux gens de servir à quelque chose dans la vie parce que c'est gratifiant personnellement en fait. Et quand tu es fier de toi, ben ça se voit même. Ouais, tu brilles sur les autres et ça donne un effet positif. Et c'est ça qu'on essaye de relancer aujourd'hui, très maladroitement encore une fois, parce qu'on
on ne peut pas critiquer. Il y en a qui ne peuvent pas le faire, tu vois. Oh, Il y a des gens qui ne pourront pas le faire et donc eux ont un vrai besoin d'aide. Mais je ne crois pas que 25% de la population a besoin du chômage, tu vois. Ça, c'est trop. Non, je comprends. Je comprends. Et pour revenir à l'immobilier, Ouais. c'est en deux teintes. Parce qu'aujourd'hui, on est très de gauche, presque communiste. Ouais. Et donc, investir dans des situations comme ça, bah, c'est un peu inquiétant, stressant pour certains propriétaires. De se dire, tiens, est-ce que c'est encore une bonne chose d'investir dans l'immobilier alors qu'il y a plein de politicards qui sont là en train de nous traiter, nous, comme des riches et des voleurs et tout. Alors que, encore une fois, moi, je suis propriétaire de biens que j'ai retapé entièrement, que je mets en location classique et j'offre du logement à des gens qui, pour l'instant, ne peuvent pas acheter et profitent de mon logement et je profite de leur loyer aussi, tu vois. Ouais. Mais c'est du Win-win. donnant-donnant. Win-win, peut-être pas parce qu'elle, elle paye à fond perdu la locataire, mais elle se loge dans un truc qui est rénové. Moi, je m'enrichis un petit peu. Donc le win, il est plus de mon côté, mais je veux dire, c'est donnant-donnant. J'ai un chouette truc et elle paye un loyer pour profiter de ce chouette truc. Voilà. Et je trouve que ça, c'est pas assez mis en avant. On n'est pas assez protégé pour tous ces propriétaires qui font ça. Parce qu'après, il y a coloc, co-leasing, Airbnb, tout ce que tu veux, location courte durée. Ça, c'est du business, c'est de l'enrichissement. Et là, je trouve que c'est normal qu'il faut le cadrer et le requalifier en business. Parce que c'est plus de la gestion patrimoine normale, c'est vraiment de l'enrichissement. Et là, on a un impact sur les loyers. Mais quand tu fais de la location classique, il faudrait que l'État nous aide pour qu'on puisse justement offrir du logement plus décent à plein de gens. Surtout qu'il y a un manquement. Mais un manquement de dingue. Il y a 50 000 familles aujourd'hui à Bruxelles qui rentrent dans les critères pour avoir du logement social. Aujourd'hui, il y a 7 500 AIS en cours à Bruxelles. Donc il y a 42 500 familles qui sont logées, hein, mais qui devraient avoir un logement plus décent. Et Ah ouais? Ouais, c'est énorme le nombre de Famille, hein. familles, ouais. Donc on parle de 2-3 personnes. Ouais. Il faut 42 000. Ouais. Et donc aujourd'hui, en fait, on ne se rend pas compte, mais tu es vite dans des critères d'aide sociale. Il y en a un qui travaille, l'autre est au chômage. Tu as un enfant, tu peux te loger socialement. Tu peux avoir une diminution de ton salaire. Mais il n'y a pas la disposition sur le marché aujourd'hui. Donc idéalement, il faudrait investir dans des biens et les mettre à l'IS. Non, parce qu'aujourd'hui, le loyer de l'AIS, il est beaucoup trop faible. Personnellement, moi, je ne le ferais pas. Aujourd'hui, un studio à Bruxelles, c'est plus ou moins 900 balles. Ouais. Si tu en es beau quartier, c'est même 1000 balles, voire un peu plus. Ouais. Un studio AIS, c'est 500 balles. Tu perds plus de 40% de ton revenu en le mettant en AIS. Et là, ils vont te dire, ouais, mais tu ne payes pas le précompte et tu as un loyer garanti. Ouais, mais précompte. Attends, là où tu vas le louer 900, ils vont te donner 500. Ouais. Mais voilà pourquoi il y a un manquement. Ils doivent augmenter. Bah, évidemment. Et moi, je suis prêt à louer mon truc 800 au lieu de 900. Au lieu de 900, s'ils me disent, écoute, tu peux continuer à déduire tes intérêts, parce qu'aujourd'hui, quand tu es dans un bien d'investissement, avant, on pouvait déduire les intérêts pour contrecarrer le paiement du précompte immobilier. Tu vois. Et ça faisait 0. Tu vois. Je peux expliquer ça de façon simple. Ok, ben, quand tu es propriétaire d'une seconde résidence, normalement, on va calculer ton revenu cadastral, on va le multiplier par 1,4 et le rajouter à ta base imposable. Et ça, ben, tu payes en plus là-dessus. Tu vois. Ouais. Mais l'État avait dit, par contre, si tu as un crédit là-dessus et que tu payes des intérêts, ben, tu vas pouvoir déduire tes intérêts. Dans la partie qu'on est censé te rajouter. C'est ça. Et là, ça revient à 0 en fait. Parce que les intérêts couvrent le revenu cadastral et ça a éliminé le truc. Donc, tu étais propriétaire d'un bien où tu n'étais pas taxé. Tu vois. Mais aujourd'hui, cette déduction d'intérêt n'est plus autorisée. Donc, tous les gens qui sont propriétaires d'un petit bien ben, vont voir leur imposition augmenter. Donc, aujourd'hui, les gens qui ont, comme moi, des biens en location classique, ben, ils vont être impactés négativement. Et c'est là où je me dis, tiens, le marché va commencer à être inquiet parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, si c'est comme ça, moi, je ne prends plus. Je revends, je mets mes sous dans des ETF, je ne me casse plus la tête. Arrêtez de me saigner jusqu'au bout, tu vois. Pour toi, ça va ralentir le marché. Ça veut dire que les gens vont moins acheter. Mais même moi, je me suis dit, tu sais quoi, en 4 ans de temps, moi j'avais 70 000 euros pour lancer mes investissements. Ouais. J'ai revendu mon premier achat avec le fonds du logement. J'ai revendu, j'ai eu 70 000 euros, j'ai refait de l'invest. Et aujourd'hui, en 4 ans de temps, ces 70 000 valent plus ou moins 140 000 si je revends tout. Ouais. Je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je vends tout. Je mets les 140 000 dans des ETF. Je me sers de temps en temps. Et avec mon salaire, je vis, tu vois. Il y a beaucoup de gens là, qui passent en société, en fait, à cause de cette règle-là. Parce qu'effectivement, on ne se rend pas compte en termes de chiffres, mais ça va impacter les impôts annuels de tout le monde. Ah ouais, parce et si en pas plus prévu, de ça, tu payes déjà ton revenu cadastral. Ah oui, tu payes ton précompte chaque année. Tu vois, tu payes le précompte et en plus, tu vas aller payer des impôts en plus. Donc effectivement, moi, je pense que ça va quand même ralentir un peu les investissements.
Clairement. Maintenant, est-ce que c'est pour ça que tout le monde va plus investir? Non, ça moi je dirais pas. Et ce que je pense aussi c'est, là regarde, tu viens de dire le truc, tes parents à l'époque ça a doublé Ouais. en 5 ans. Tu regardes 2010 à aujourd'hui, ça a doublé. On n'est pas loin de... Bah, l'immobilier reste l'investissement Ça a doublé. malgré tout, tu vois. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il n'est plus intéressant d'investir? Non. Non, il faut continuer à faire de l'immobilier d'office, mais à un moment donné, quand tu es blindé, Ouais. tu sais, tu commences à avoir, je sais pas moi, 500 000, 600 000 juste en revendant ton immobilier, tu mets ça en bourse. Tu penses que ça devient plus intéressant que... Ce que permet l'immobilier, c'est l'effet levier. Ouais. Avec 30 000 de fonds de départ, bah, tu vois, moi, avec 70 000, en 4 ans de temps, j'ai 140 000. Ouais. Ça, la bourse, t'oublies, tu vois. Ouais. Elle ne fait pas x2 en 3 ans de temps, tu vois. Ouais. Et si je garde, je continue à rembourser du capital. Et en plus, c'est des gens, pour moi, qui paye. payent mes charges. Ce que permet l'immobilier, c'est qu'avec 30 000, tu peux t'acheter un truc qui vaut 200 000 et le vendre 400 000 quelques années plus tard. Mais ça c'est encore possible. C'est encore possible, c'est juste qu'aujourd'hui, il faut plus de matelas de sécurité pour pouvoir payer les impôts, le précompte, les éventuels vides locatifs ou période hivernale et tout. Parce qu'aujourd'hui, le locataire, il est beaucoup trop protégé. Aujourd'hui, le locataire, ce matin, je reçois un message dans un groupe WhatsApp. On vend un immeuble de rapport. On a conseillé au propriétaire de faire un acte de base pour vendre à la découpe. Plus intéressant pour lui, tu vois. Les locataires dedans, ils disent « Ah non, on n'ouvre pas la porte, on veut pas pour l'instant, on n'est pas prêt à faire des visites. » C'est quoi ce délire, tu vois? C'est pas chez toi. T'es locataire. Ils peuvent pas dire ça. Ah, ils peuvent pas, mais toi, tu peux pas aller ouvrir la porte, tu vois. Donc, tu es obligé d'aller chez le juge de paix pour que le juge de paix dise « Ah oui, effectivement, vous devez laisser 3 fois 2 heures ou 2 fois 3 heures par semaine l'agent immobilier. » S'il n'ouvre pas, tu fais quoi? Tu dois appeler la police pour qu'il vienne. Donc leur argument c'est... Non, pour l'instant, on n'a pas envie. Et je suis là, mais t'es locataire, tu vois. En vrai, pourquoi tu fais chier un propriétaire qui veut vendre son bien? C'est à lui. C'est à lui. Toi, tu es dedans, il t'a respecté, il t'a donné un truc, le chauffage était en ordre, quand il y avait des petites réparations à faire, il les a faites et tout. Toi, tu payes ton loyer, c'est donnant-donnant. Mais là, il veut vendre. Laisse-le vendre son bien. Et toi, tu as le temps. Hein. Aujourd'hui, on te dit aujourd'hui qu'on va commencer à vendre. Le temps qu'on ait l'offre, que le compromis soit signé, que l'acte soit signé, plus les 6 mois de renom, tu as 1 an pour te retourner pour trouver autre chose. C'est quand même un délai qui est vachement correct, tu vois. Ouais. Et si tu veux pas vivre comme ça, on revient au truc, travaille, améliore ta situation et deviens propriétaire, comme ça tu ne vis pas ce problème-là. Mais à un moment donné, aujourd'hui, les locataires ont beaucoup trop de droits, sont trop défendus, ça fait chier, tu vois. C'est devenu la folie. Ouais. Mais je pense que tout ça quand même va commencer à freiner les gens. Oui. Dans l'investissement immobilier. Et ma question, toi qui gères une agence, est-ce que ça va parce que j'ai souvent la question. D'ailleurs, on va changer de scène, ça va être drôle. Je vais faire comme les clients qui viennent chez moi. Est-ce que tu penses que les prix vont diminuer? Non. Cette question elle me fait rire parce que il y a des pays où ça diminue. Hein. Genre aux États-Unis, ça diminue vraiment. Mais chez nous, donc je te pose vraiment la question, est-ce que ça va diminuer? Non, c'est démographiquement déjà, c'est pas possible. Ouais. Parce que la population ne fait qu'augmenter. Ouais. Donc les prix sont liés à la loi de l'offre et la demande. Donc tant que cette population augmente, qu'elle doit se loger, tant que les gens divorcent, il y a de plus en plus de ménages, enfin de personnes seules qui ont besoin d'un ménage. Et tant que la demande elle est soutenue, les prix augmentent, tu vois. Et cette demande elle reste soutenue. Ça va pas diminuer. Il va continuer à augmenter, c'est sûr. C'est sûr. Et puis on est à Bruxelles, on est quand même un centre européen non négligeable. Et quand tu compares aux vraies capitales, pas loin de chez nous, Londres, Paris, Madrid, tout ce que tu veux, on est encore loin des prix, tu vois. Donc quand un Européen vient chez nous, il dit « Ah, c'est autant, tiens. Ouais. » Pour lui, c'est gratos. Donc non, les prix vont continuer de se maintenir sans aucun problème, tu vois. Ok, maintenant, comme de toute façon, malgré tous ces stress et tous ces problèmes, il y a des personnes qui veulent investir. Aujourd'hui, tu es jeune, tu as 20 ou 30 000, tu dois recommencer. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis fan des petites unités. Je sais, c'est pour ça que je te provoque là-dessus. Sur Bruxelles surtout, je comprends les immeubles, petites maisons, mais j'ai écouté le podcast avec Ismaël, lui qui achète des maisons et qui met en location classique. Je trouvais ça top, tu vois. Mais c'est un marché que moi, je ne vise pas. Et parce que pour le même prix, nous, on a un studio à Bruxelles, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, souvent, je fais l'exercice avec des gens qui prennent des formations avec moi. On va sur ImoWeb ensemble, on prend maximum 200 000 euros et tu as 600 biens en vente sur Bruxelles qui sont en dessous de 200 000 euros. Donc, il y a un vrai panier de biens accessibles qui sont des studios des 1 chambre, parfois des 2 chambres, dans des zones comme Anderlecht, Molenbeek, Centre-Ville, Laken, en fait tout l'ouest de BX. Tu as des trucs qui sont très intéressants pour l'investissement immobilier parce que contrairement au prix
qui sont très différents entre les belles parties de Bruxelles et les moches parties de Bruxelles à l'achat, la location est quasi la même. Ouais, c'est identique. C'est quasi la même chose. Tu as des petites différences. Si tu es sur un quartier de dingue avec un penthouse et tout, ok, bon là, on ne parle plus. Mais tu prends un 2 chambres à Molem ou un 2 chambres à Uccle, truc, ben, il y en a un, tu le loues 1150, l'autre peut-être 1400, 1500, tu vois. Mais le Et prix, t'as coûté rien à voir. 2 fois plus cher. 400 000, l'autre, il t'a coûté 200 000 balles. ouais. Donc, investir, j'irai à l'ouest d'office. Petite unité, parce qu'aujourd'hui, les premiers mètres carrés à la location sont très élevés. C'est pour ça que moi, je suis locataire de mon bien. Comme j'ai 2 filles, que je vis à Uccle dans un duplex penthouse, un très chouette truc, jamais je l'achète. Je crois qu'il doit valoir peut-être 700 000 balles. Ça veut dire que si je devais l'acheter, je dois mettre 100 000 balles sur la table. Et puis, j'ai un crédit de 4 000 euros par mois, tu vois. Ouais, quasi. Tu sais combien je le loue, ce truc? 1006. Non, ça, ce serait trop beau. 2 000 euros par mois hors charge. Donc, il me coûte 2 fois moins cher que la mensualité crédit. Et en fait, il te coûte l'intérêt du crédit. C'est ça, c'est ça. Et j'ai pas mis 100 000 sur la table. Il te coûte supposons que tu l'avais acheté. Tu rembourses 4. Bah déjà, je peux pas. Déjà, Voilà. j'ai pas. Bref, mais tu l'achètes, tu payes 4. Hey, Mais en fait, tu as 2000 d'intérêt. hey, ouais, non, t'es saigné, tu vois. C'est le même prix que tu payes. C'est le même prix. Et donc, là, les gens vont dire, ouais, mais ils payent à fond perdu, c'est 2 000 euros. Ouais, mais je suis propriétaire d'autres biens, des petites unités qui, comme je disais, les premiers mètres sont très élevés. Et là, quand tu as un crédit de 1000, bah, ton loyer, c'est 1000. Ouais. Tu vois, contrairement aux riches qui, là, c'est 4000, loyer 2000, bah, là, c'est 1000. Ouais. Et donc, avec des structures de crédit où je paye que des intérêts, bah, je parviens à me faire plus ou moins 500 balles de cash flow sur quelques unités. Ouais. Et donc, mon loyer, au lieu de me coûter 2000 balles, bah, il m'en coûte 1000. Ouais, Et 1000 euros, bah, c'est le prix d'un loyer, d'un studio. Donc, tu vois, moi, je vis pour le prix d'un studio dans un duplex 4 chambres avec terrasse à Uccle, voilà. Et je le fais, encore une fois, sans avoir reçu d'argent de mes parents. Je suis pas riche, je gagne ma vie convenablement, ça je peux pas dire le contraire, mais je suis pas millionnaire, tu vois. Donc, j'ai un salaire qui est convenable, mais en dessous de la moyenne de plein de Belges, plein d'indépendants qui gagnent beaucoup mieux avec moi, parce que j'ai un équilibre vie privée, vie pro qui me convient plus, tu vois. Maintenant, sur petites unités, je ne veux pas dire que je suis pas fan, je me suis jamais lancé là-dedans, mais j'ai une question. Est-ce que l'effet de levier est pas plus difficile avec des petites unités? Non, parce qu'il se calcule en pourcentage. Parce que tu rebondis sur un prix de toute façon plus bas. Ouais. Quand tu fais 5% sur 100 000 ou 5% sur 500 000, il y en a qui disent « Ah, j'ai gagné 25, toi, tu n'as gagné que 5. » Ouais, mais je le fais 5 fois, moi. En vrai, prenons un chiffre. On va dire que tu l'achètes 160, tu fais 40 000 de travaux. Ouais. Et il vaut 230 ou 240. On pourrait dire que c'est que 40, mais effectivement, comme tu remontes sur une opération à 150, 160, les 40 sont suffisants. Ouais, en pourcentage, t'es bon, tu vois. Et pourquoi moi je choisis les petites unités dans des grosses copros? Là, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais tu payes des charges et tout. » En fait, c'est parce que je suis fainéant de ouf et que j'adore ma vie. J'ai 2 filles, j'ai envie d'être là pour elles. Je joue au basket, je vais au mix. Tu vois, j'ai mon bracelet tout à l'heure, je vais aller au mix. Ouais. J'ai une vie, moi, très agréable, donc je veux déléguer tout. Quand tu achètes un immeuble de rapport ou ta maison, l'entretien, la gestion, c'est toi tout seul. Tu vas pas mettre un syndic dans ta maison, dans ton immeuble de rapport. Donc, tu dois être rigoureux, de temps en temps aller visiter, voir est-ce que les communs, il ne faut pas les repeindre, est-ce qu'il n'est pas temps de faire entretenir la chaudière, est-ce que tu as... Tout ça, c'est ta responsabilité. Moi, je ne veux pas. Et en fait, oui, je paye plus cher des charges, mais j'estime que dans ces charges, je paye aussi le fait de déléguer toute cette gestion. Et moi, je ne m'occupe que de mon unité dans un énorme immeuble qui est géré par d'autres gens. Et comme ça, quand il y a des travaux à faire, c'est eux qui font. Ton toit, il sera refait. Tu sais que je ne vais même pas aux AG, moi. nettoyés. Sérieux? Ouais, je ne vais pas là-bas. Je ne sais pas si tu as déjà été dans une assemblée générale, Non. mais pour ceux qui connaissent l'émission Striptease, c'est quoi ça? c'était une émission belge des années 90 où ils filmaient vraiment des familles et tout. C'est vraiment le fin fond de la Belgique, tu vois, des gars déchirés et tout. Ouais. Une AG, c'est un spectacle. Hein. Tu vas là, ta mamie bobonne. Véridique. J'ai une assemblée générale, j'avais pas envie d'aller parce que j'avais entraînement de basket. Ouais. Et ma compagne de l'époque, elle dit non, tu viens avec et tout. Je dis, ah putain, j'ai pas envie, moi j'ai envie d'aller jouer au basket, tu vois. Ouais. Tout le monde se déplace, on va au rendez-vous, 8 h du soir, parce qu'il faut que tout le monde soit présent. Hein. Donc les AG, en plus, c'est le soir. Tu arrives à 8 h, tout le monde s'installe, bonjour, on boit un verre. Le gars du syndic fait les présences, installez-vous, on va commencer. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on commence? Là, il y a une bobonne qui lève sa main. Oui, on n'a pas reçu les invitations par recommandé, donc tout ce qui sera dit aujourd'hui ne compte pas. Je suis là. Ah mais t'es sérieux? Et pourquoi elle est venue? Ouais, pourquoi t'es venu? Pourquoi tu nous as pas prévenu avant? Tu vois, j'avais envie.
Tu sais, là, tu as envie de. Ouais, ouais. Attends, On est tous rentrés chez nous. J'ai dit, tu rigoles. je te jure. Parce qu'elle a dit ça. Ouais. Et donc, le syndic a dit, ah, mais alors, ça sert à rien qu'on fasse. Et là, on a dit, ben, effectivement, si vous voulez, on peut quand même faire les points. Je dis, ben non, tout ce qu'on vote va être annulé, tu vois. Donc, tout le monde est rentré chez soi. Et moi, j'étais trop en retard pour mon basket. Donc, j'ai pas été. Et là, j'ai dit, plus jamais je mets un pied dans une AG. Parce que c'est l'enfer, tu vois. Ah, puis il y a beaucoup de gens. Parce que il y a tu me beaucoup dis de que c'est les gens. grands buildings. Il y a beaucoup de gens. Mais je fais confiance au syndic et je fais confiance au gars qui est là depuis toujours et qui dit, ah, il faut repeindre, il faut. Il y a toujours un gars qui vient. Il est là depuis 20 ans. je le laisse. Je lui donne mes voix. Mais, c'est bon. mais maintenant, est-ce que tu n'as pas peur? Parce que quand même, les grands buildings, ils prennent moins en valeur. Non. Tu penses pas? Après, ça dépend. Il y en a qui sont canons et qui... Allez, je veux dire, Boulevard Météoui. Ça marche de dingue. Tu as des bazars là qui, je crois qu'il y a... Ça marche super il y bien. a 100 apparts là-dedans. C'est des quartiers très résidentiels. Ouais. Il y a plein de familles très bien qui travaillent, mais qui n'ont pas les moyens de dingue, qui se logent là, tu vois. Et c'est des quartiers excellents pour investir. Tu as de la bonne clientèle en location. C'est très rentable, ça se passe bien. Et dans les gros immeubles de rapport comme ça, tu as ta plus-value qui est la même que quand tu prends un immeuble de rapport, tu vois. Supposons un immeuble avec 3 unités et un building. En temps égal, disons sur un laps de temps de 5 ans, Ouais. l'appart du building et l'appart de l'immeuble avec 3 unités. Est-ce qu'il n'y a pas un gap, une différence dans l'augmentation de valeur? Non, elle est la même. Là, j'ai acheté un studio il y a 2 ans, Ouais. rue Saint-Bernard, près de l'avenue Louise, Ouais. un très chouette quartier. Je crois que je l'ai acheté 130 avec les travaux, les frais et tout. Ouais. Ça m'a coûté 170. Aujourd'hui, il vaut 200. En pourcentage, l'augmentation, elle est dingue, tu vois. Parce que tu as un immeuble de rapport, disons, à 700 000. Parce qu'aujourd'hui, un immeuble de rapport en dessous de ces prix-là, c'est Bruxelles, difficile. c'est ça, ouais. Mais tu es à 700 000. Ben moi, j'ai fait plus ou moins 20% de plus-value. 20%, c'est au délire, ton immeuble de rapport, il vaut 850 derrière, tu vois. Il faut quand même avoir fait des fameux travaux pour que ton immeuble, tout à coup, il ait pris 150 000 de plus-value, tu vois. Pas direct. Mais c'est vrai que non, je comprends ton calcul. En pourcentage, Ouais. c'est peut-être moins, mais c'est plus facile en fait. C'est plus facile. Et en fait, pourquoi je fais ça? C'est de un, pour déléguer, pour avoir l'esprit tranquille. Je n'ai pas, moi, à faire la gestion et penser aux entretiens. De deux, je peux multiplier les achats. Ouais. Comme Ismaël, il dit, moi, si j'achète des petites maisons pas chères, ben, je peux multiplier les achats. Parce que quand tu achètes un gros bazar, tu es coincé après, tu vois. Et en multipliant Et ça, ça prend qu'est-ce plus que de temps. Ça prend plus de temps. Mais surtout, je diversifie le risque. Parce que moi, quand j'ai au début 2-3 unités, s'il y en a qui ne me payent pas, c'est 33% de mes revenus qui ne sont pas pris. Mais à partir du moment où j'aurai 7-8 unités, 10 pour prendre le calcul facile, j'en ai 2 qui ne payent pas, j'ai toujours 80% de mes revenus. Tu t'en fous. Et je délègue. Et le jour, parce que mon rêve à moi, c'est de rouler en Porsche 911 un jour. Je n'ai pas les moyens maintenant, mais peut-être dans 10 ans, 15 ans, ben, je prendrai une unité, je dis, ben, celle-là, je la vends, j'achète ma Porsche. Ouais. Parce que quand tu as un immeuble de rapport, 3, 4, 5 unités, et tu dis, ah, putain, je veux ma Porsche, c'est con d'aller vendre une unité parce que tu voulais pas être en copro et tu deviens en copro. Ouais. Donc tu dois tout vendre. Et quand tu vends tout, ben, on sait bien qu'un immeuble de rapport dans son entièreté est vendu genre 15-20% moins 20, cher hein, généralement. que vente à la découpe. Ouais, ouais. Donc le jour où tu veux te séparer d'un immeuble de rapport, ben, tu es obligé de tout découper, vendre à la découpe. Si tu ne vends pas tout directement, ben, tu es en copro pendant un certain temps. C'est des problèmes, tu vois. Et moi, j'ai envie d'une vie sans problème, tranquille. Est-ce que c'est la plus rentable? Peut-être pas. Est-ce que c'est le meilleur équilibre vie privée-investissement? Ouais, ça c'est sûr et certain. Mais tu vois, comme quoi c'est génial. Parce que ce soit toi, Ismaël, vous m'avez convaincu. Enfin, convaincu, enfin je ne veux pas dire convaincu, mais maintenant je comprends la logique. Mais il y a une logique derrière Parce plein que- d'investissements, tu vois. Parce que ma logique de base, c'est au plus, au mieux. Mais effectivement, comme tu dis, comme en pourcentage, comme lui m'a expliqué, tu gagnes quasi la même chose. Donc, ok, supposons sur un immeuble, tu vas aller prendre 150 000, c'est vrai, mais ça va te prendre 1 an de travaux, bref, quasi 2. Et peut-être que le gars, dans le même laps de temps, il a fait 3 ou 4 opérations. Ouais, sur des petits studios, Sur il a des pris petits le même, studios, donc il a ouais. pris 40, 40, 40. Ouais. Il a les 150. Et en plus, comme tu as un historique, la banque dit, OK, lui, il fait bien l'immobilier. Parce que l'expert revient chaque fois et il dit, ah, ce qu'on avait acheté, aujourd'hui, il est largement au-dessus de son coût de transaction. Il a pris une plus-value, lui, il sait ce qu'il fait, donc on le suit plus facilement. Et puis, je pense aussi qu'ils sont plus à l'aise de te suivre sur des opérations à 170 que 700 000. Ah, c'est sûr. Il faut dire ce qui est. Parce que c'est plus facile à revendre. Écoute, maintenant je comprends ta logique.
Au début, je n'étais pas d'accord. C'est bien. Pour venir appuyer encore, aujourd'hui, comme la société est une pyramide, hein, Ouais. en bas, tu as les gens qui ont moins de revenus, en haut, tu as ceux qui ont plus de revenus. Là où il y a le plus de gens, c'est ceux qui sont prêts à acheter des studios, une chambre, parce qu'il y a vraiment énormément de demandes. Ouais. Ça soutient les prix. Plus il y a de la demande, plus les prix augmentent. Et même en location, c'est encore pire. Ah, la location, je te dis aujourd'hui, c'est 1 000 €. Moi, j'ai un studio, je te dis, Saint-Bernard, qui fait 30 mètres carrés, je le loue 900 balles hors charge. Donc, Terrible. C'est vachement rentable, tu vois. Sur un truc à 170. Tout frais compris, travaux compris. Tout compris. Ouais. Donc ça fait 9 000, 4,7 net. 4,7, 5, ouais. Et je compte net, donc moi je multiplie par 9,5 moi. Ok, 9,5. Parce qu'il y a des charges, précomptes, vide locatif éventuel. Eh ben écoute, maintenant, puisqu'on en avait discuté l'autre fois au rendez-vous des proprios, maintenant je comprends ta logique, effectivement. Après, vu la situation du marché, tu viens très bien de le dire, je pense que là où il y avait beaucoup de gens qui rêvaient ou ils se positionnaient sur des investissements d'immeubles, on va tous commencer à descendre. Ouais. Et aller chercher des produits moins chers, non pas parce que ce sera juste un choix, parce que les gens n'auront plus accès. Oui, et parce que c'est plus facile, parce qu'il y a la réglementation aujourd'hui. Tu achètes un immeuble de rapport. Et puis, il y a un verre qui dit, aujourd'hui, maintenant, toutes les toitures, il faut mettre des fleurs dessus. Ouais. Tu es là, oh putain, je n'avais pas prévu ça. Il faut mettre du triple vitrage et de la mousse sur les façades. J'en sais rien, tu vois. C'est toi qui dois faire, tu vois. Moi, le syndic qui est là, il y a 100 copropriétaires. Ils disent, ouais, bon, pour cet immeuble, effectivement, notre idée de fleuriste, là, elle va être compliquée à mettre en place. Eux, ils ont une dérogation. Ah ouais? Ah, parce que sur des gros immeubles, des fois, c'est pas possible. Tu sais, aujourd'hui, tu as des immeubles où c'est vecteur électrique, enfin, convecteur électrique pour le chauffage. Il n'y a pas de tuyaux pour mettre des chaudières au gaz, tu vois. Donc, aujourd'hui, dans les PEB, quand tu étais au chauffage électrique, tu avais un mauvais PEB d'office. Et puis, ils se sont dit, ah putain, mais en vrai, ils ne peuvent pas changer. C'est trop lourd. C'est pas possible, il faut refaire tout un... Il faut tout casser, tout recommencer, tu vois. Ils ont dit, bon, ok, on va, en fonction du chauffage électrique que tu mets en place, on aura un PEBD. Donc, ils sont déjà en train de changer leur manière de calculer. Parce que dans une grosse copro, tu ne sais pas changer tout ça, tu vois, c'est pas possible. Tu sais que moi, de base, je ne suis pas fan des copros. Ça me choque même que tu aies réussi à me convaincre sur ce truc. Mais, encore une fois... les gros buildings, c'est un truc qui m'a toujours horrifié. Mais maintenant, j'ai compris. Il ne faut pas oublier que moi, je suis un fainéant et que je veux tout déléguer. Et dans la copro, je délègue tout. Non, mais même mathématiquement, ça se tient, tout ce que tu dis. Et de la délégation, ça te libère du temps. Oui, ouais. Et même au niveau du risque, tout ce que tu veux. En fait, tu as réussi à trouver quelque chose de positif à avoir 100 copropriétés. 100 personnes en copropriété. Ça, c'est... Mais attention que génial. quand j'achète, je vérifie quand même l'état de santé de la copro. Ouais. Et donc, tu as 3 types de copro. Tu as la copro où il n'y a rien qui est fait et il n'y a rien qui est décidé. Là, j'achète pas. Ça veut dire que c'est une copro où les gens disent toujours non, il n'y a pas d'argent, il y a des retards de paiement. Là, j'achète pas. Puis, tu as la copro où rien n'est fait, mais tout a été voté. Et donc là, je regarde combien ça va me coûter. Je négocie à l'achat en disant, bah, regarde, ça va me coûter autant par mois. Est-ce qu'on peut enlever du prix? Je fais toujours un calcul. Je présente au propriétaire à qui je fais l'offre un calcul de rentabilité. Pourquoi je lui propose ce prix-là? Et alors, il dit, ah ok, c'est concret, tu vois. C'est pas un prix comme ça. Ah, je te mets 132 500. Mais pourquoi? Mais parce que regarde, tu vois, je fais le calcul. Et puis, il comprend. Et s'il me dit non, ça, c'est mon prix. Il dit non, tant pis, je m'en vais, tu vois. Moi, je suis investisseur. Je commence pas à mettre des sous en plus. J'ai analysé un prix. Ça, c'est mon prix. Tu prends, tu prends pas. C'est comme ça. Donc, pour résumer, toi, ton profil, ou même ce que tu conseilles aux gens, c'est vise 10 unités, 10 petites unités, Ouais. au lieu d'avoir 5 immeubles de 2 unités, ou même de 3 unités. Et tu me fais penser à un autre truc. Imagine, tu prends un immeuble de rapport 700 000. Tu fais un crédit dessus 500 000 balles. Tu prends un deuxième immeuble de rapport, le même montant, tu as un crédit d'1 million. Dans la banque où tu es, il t'arrête. Parce qu'à un moment donné, Oui, il y a des plafonds. il y a des plafonds de financement. Moi, mes petites unités, je peux les multiplier petit à petit. Et tant que je suis à 6-7 unités, j'ai toujours pas dépassé mon million de crédit, ils me suivent. Ouais. Et je le fais à mon aise, petit à petit. Et à un moment donné, j'ai remboursé du capital. À partir du moment où ils ne me suivent plus, je vends le premier de la liste, toujours en vérifiant que si je vends un bien, l'entièreté du portefeuille est financée à moins de 80%, parce que sinon ils vont me demander du cash pour venir l'apporter. Ouais. Je vends le premier et ça, j'utilise comme apport dans une nouvelle banque pour relancer le même système dans une autre banque pour toujours être en dessous du million de financement. Million et demi, ça dépend d'une banque à l'autre, mais Et vu que de toute façon, tes unités sont moins chères à l'achat, je peux y aller avant avec stop, une, tu peux recréer ton sans problème. Ouais. cheminement dans une autre banque.
Ouais, bon, tu as des dérogations pour passer le million, mais c'est vrai qu'il y a des plafonds. Hein. Il y a des plafonds. Ouais. En Et privé, c'est il y a vrai des qu'en plafonds. immeuble, ça va très vite. Et les lois de PEB, tout ça, c'est vrai que C'est chiant, c'est chiant. ça commence à un peu à. Tu sais que maintenant, tu as des attestations de location. Ah, si tu n'es pas dans le RRU actuel, donc le règlement urbanistique régional du jour, tu sais, tu as une chambre de 8 mètres carrés où le salon il fait moins de 28. Normalement, si tu veux le garder en location, tu dois avoir une dérogation. Non, même pas en Flandre, maintenant, quand as un bien, ils doivent passer eux. Ils te disent si ton bien, il est. Hein, il peut être mis. Ouais. Et alors, on t'impose les travaux, comme tu as dit. C'est une dinguerie. Si tu dois mettre des fleurs, Ouais, ouais. tu vas devoir mettre des fleurs. Aujourd'hui, quand tu vois le marché immobilier, dans les années 60-70, on a fait des trucs dégueulasses. Tu vois, franchement, quand tu regardes Bruxelles, c'est moche. Hein. On a Ouais. fait des bâtiments qui sont immondes. Hein. On a accepté des trucs, parce qu'il y a des architectes qu'il faut pendre aujourd'hui, parce que vraiment. Et même quand tu regardes comment tous ces bâtiments, ils ont été. Les infractions qu'il y a dedans. C'est ça. Et aujourd'hui, toi, en tant que marchand de biens, je crois un Tila qu'on connaît tous les deux, qu'on aime bien, tu vois. Lui, il prend un immeuble qui veut retaper aujourd'hui, beau design, en respectant PEB. Et puis on lui dit, ah non, votre balcon, il est trop loin de 50 cm, vous n'avez pas prévu un côte à vélo. Je dis, mec, tu refous, tu vois, franchement, c'est une dinguerie. Ça aide pas. Surtout qu'il faut tout refaire. Ça aide pas, et c'est une dinguerie que des détails comme ça empêchent d'embellir un marché immobilier. Quand tu vois les buildings des années 60, qui sont immondes, c'est vraiment dégueulasse, tu vois, c'est vraiment une cage à poules dégueulasse. Puis tu as des marchands qui viennent retaper des immeubles qui datent des années 30, ils refont tout, ils font la structure, ils font un chouette truc où ils t'achètent un garage dégueulasse, puis ils font du logement parce qu'on a besoin de logement. On va t'emmerder parce que tu n'as pas mis un côte à vélo assez grand, parce que dans la cage d'escalier, le vélo ne peut pas tourner pour aller ranger. Il faut arrêter de déconner, tu vois. À un moment donné, Est-ce que ça va s'améliorer, ça? j'espère qu'aujourd'hui, à la fois les gens de gauche et les gens de droite se rendent compte qu'il y a un vrai problème. Ils sont tous les deux conscients que ce problème de logement est lié notamment aux permis d'urbanisme qui prennent des fois 5 ans, 10 ans. Tu prends le projet à Tour et Taxi qui a été mis en place par Extensa. Ouais. Mais ils sont propriétaires depuis 20 ans du terrain. Il leur a fallu C'est pas vrai. des années et des années avant qu'ils aient un projet accepté. Et en fait, ils ont un projet de développement de ville. Parce que eux, je ne sais pas si tu as déjà été à la gare maritime, Incroyable. c'est incroyable. Ouais. Ça a boosté tout le quartier. Donc les toujours gens bien. qui étaient déjà propriétaires à côté, eux, ils se sont enrichis. Les commerces, enrichis. On a fait venir le bus, on a construit un pont pour aller à la gare du Nord et tout. Ça dynamise le quartier. Il y a des associations, évidemment, de gauche, encore une fois, qui attaquent tous les permis. Donc aujourd'hui, tu fais un permis, ils t'attaquent d'office. Parce qu'ils estiment que le promoteur, il est là que pour s'enrichir. Et que pour enrichir les investisseurs extérieurs au quartier qui, eux, ont les moyens d'acheter du neuf. Et donc, ils viennent, chaque fois qu'il y a un promoteur qui rentre un projet, tu as une association qui vient les attaquer. Et Nextensa est en train de développer le quartier. Ils veulent construire d'autres bâtiments qui sont magnifiques. Hein. Ouais. Franchement, là, l'architecture des Incroyable. bâtiments, elle est chouette. Gare maritime, dingue. Le truc royal, j'ai oublié le nom, juste à côté de la gare maritime, tu as des musées et tout, dingue. Franchement, c'est super beau. Mais ils viennent les emmerder tout le temps. Et c'est quoi l'argument? Pas d'argument. Tu as mis la virgule au mauvais endroit, ils disent la virgule n'est pas au bon endroit, tu peux rentrer ton permis, tu es reparti pour des mois avant qu'on l'accepte. Des bêtises, je te jure, c'est des bêtises. C'est même pas genre, vous avez exagéré, vous voulez faire une tour de 50 étages, vous donnez de l'ombre à tout le quartier, vous ne montez pas au-dessus de 30. Ça, c'est un argument recevable. Mais, ah non, vous avez mis le côte à vélo à droite alors qu'il faut le mettre à gauche, je te jure, c'est des trucs, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est exagéré, tu vois. Non, je sais qu'administrativement, c'est une état. Et puis, effectivement aussi, moi je ne vais pas pointer du doigt les politiques, enfin, même si c'est un peu le cas. Aujourd'hui, ce qui est en train de se mettre en place au niveau des règles, je trouve que je ne vois pas qui ça défend et qui ça aide. On parlait des grilles de loyer. Ça aide ni le locataire ni le propriétaire. Il y a des locataires qui pensent que ça les aide. Pour moi, ça ne les aide pas du tout. Et puis ensuite, cette histoire de taxation, ben en fait, c'est quoi le but? Ça peut que freiner l'investissement, tu vois? Ou alors, encore pire, les propriétaires vont augmenter le loyer. Ben évidemment. Le problème, c'est que les gens qui décident aujourd'hui, bon, c'est la politique, tu vois. C'est copain-copain. Ouais. Tu as été à une kermesse au boudin, on vote pour toi, quoi, tu vois. Ouais. Tu connais rien. Les gens qui décident aujourd'hui, Nawel Benamou, Martin Casier et tout,
est-ce qu'ils ont déjà fait de l'investissement immobilier? Est-ce qu'ils ont déjà mis un truc en location? Est-ce qu'ils ont déjà été dans une assemblée générale? Est-ce qu'ils ont déjà fait une opération immobilière, tu vois? C'est pas logique ce qu'ils font. C'est non. Ils n'en savent rien. Et donc, leur idée au départ, elle est bonne. Ah, tu sais quoi, on va gagner des taxes chez les propriétaires parce qu'eux, ils sont riches. Je peux comprendre que l'idée vienne dans ta tête, tu vois. Et puis, tu analyses et tu dis, non, en fait, on va quand même mettre des propriétaires d'un côté et puis les propriétaires qui font, comme je disais tout à l'heure, Airbnb, coloc et tout. Ok, on va différencier les trucs. Grille des loyers. Pas une mauvaise idée. Au départ, c'est pas une mauvaise idée. Tiens, on va faire une grille des loyers comme ça. Ok, la grille des loyers, elle date de quand? 2020. Ah, faut peut-être la mettre à jour avant de rentrer le truc. Aujourd'hui, il y a eu une centaine de dépôts de plaintes pour révision du loyer. Tu sais qui a fait les plaintes? Des bureaucrates, des Européens, des riches. Et le juge de paix, il était là. Ben non, tu vois, on va pas changer. Vous avez un appartement en 3 chambres avec terrasse à Place du Châtelain. En fait, vous êtes hors grille des loyers, tu vois. C'est 1008. C'est normal. Ouais, c'est normal. 2002. Mais sur la grille des loyers, c'est 1100 peut-être. Donc effectivement, il est 20% au-dessus de cette grille des loyers. Et donc tous les gens qui ont Mais été… tu vois que ça devient compliqué parce que du coup, ce n'est plus mathématique. Il faut chercher le sens. Et pour moi, à partir du moment où on va dans le bon sens, ben laisse comme c'est. Parce que c'est quand même logique que Châtelain, tu payes plus cher que à Molenbeek. Évidemment. Et là où je trouve que c'est une bêtise, parce qu'en fait, on fait perdre du temps. Il y a 4 représentants des locataires, 4 représentants des propriétaires, plus du temps perdu pour tout le monde, fois 100 dossiers, où il n'y a quasi aucun dossier qui a été retravaillé, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que la population à risque de mauvais logement sont les pauvres. Et eux, ils n'osent pas aller se plaindre. Parce qu'ils sont déjà contents d'avoir été pris par un propriétaire. Et donc, il n'y a eu aucune plainte de pauvres. De ceux qui sont censés protéger. Enfin, quand je dis pauvres, j'utilise un terme pour marquer le truc, mais il n'y a pas eu de plainte de leur part. Donc, ce système qui a été mis en place pour aider les gens défavorisés, entre guillemets, qui risquaient d'être… C'est les riches qui l'utilisent. Et ils ont tous été remballés. Et je crois qu'il y a eu quelques dossiers où il y avait vraiment des marchands de biens, où ils ont revisité le loyer de 100 balles. Donc, ça n'a servi strictement à rien, si ce n'est faire perdre du temps à 8 personnes, faire perdre de l'argent à plein de gens, parce qu'il faut les payer, fois 100 dossiers. Voilà, on a perdu de l'argent pour rien. Par contre, là où je trouve un intérêt, pour revenir à l'AIS, si on dit, tiens, voilà, la grille des loyers pour ce bien-là, c'est autant. Si tu es dans la grille des loyers et que tu signes un bail de longue durée avec une famille et tout, on t'enlève ton précompte, tu peux déduire tes intérêts, comme ça tu ne payes pas. On a besoin de logement. Donc, il faut trouver Aujourd'hui, pour régler le problème de logement, on a besoin du privé. Ce n'est pas l'État qui va construire des immeubles. C'est impossible. C'est impossible. Donc, ils ont besoin du privé. Et plutôt que de nous attaquer, comme fait tout le temps la gauche, c'est des riches, ils nous volent, ils font trop cher les loyers et tout, ce n'est pas de notre faute que les loyers augmentent. C'est de votre faute parce que vous ne faites rien pour que les permis soient octroyés. Plus il y a de biens sur le marché, plus les prix vont diminuer ou arrêter d'augmenter, tu vois. Ouais. Et donc, ils doivent aider les privés à pouvoir mettre en location à des prix corrects, mais ce n'est pas nous qui devons prendre tous les risques sur nos épaules. Bah, leur solution, c'est augmenter les impôts et donc du coup… On va l'impacter sur les loyers. Les loyers vont augmenter. Évidemment. Aujourd'hui, le loyer minimum à Bruxelles, c'est 1 000 €. Ah ouais. Tu ne trouves plus en moyenne quelque chose en dessous de 1 000 €. Ouais. C'est dingue. 1 000 € pour vivre dans un 30 mètres carrés. On est loin de Paris et tout, mais… C'est à cause de ces règles-là. Encore une fois, l'idée au départ, elle est bonne, mais comme il n'y a pas de réflexion derrière et de connaissance du marché et de réaction des gens, ben après, l'idée, elle est faussée, tu vois, ça, et ça a un impact plus négatif, socialement parlant, que ce qu'ils avaient en tête. Ouais, c'est important qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent aujourd'hui dans l'investissement, mais qui ne sont pas au courant de, tu vois, toutes ces choses-là, donc ces nouvelles règles et tout ça. Donc c'est bien qu'on en parle et qu'ils se renseignent. Par rapport à tous ces freins extérieurs, lorsqu'une personne fait donc un investissement, on parle de politique et autres, qu'est-ce que tu conseilles à monsieur, madame, tout le monde? Ben, monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas propriétaire, de toute façon, elle achète et tous ces problèmes-là, elle ne le voit pas puisque c'est sa résidence principale. Ouais. Si tu veux faire un investissement, malgré tout, il faut continuer à le faire parce que c'est le seul moyen de s'enrichir avec peu d'apports au départ. Ouais. Et donc, il faut juste être, comme tu disais, se former et être conscient de tout ça. Comme ça, dans ton calcul, tu prends en compte tous les frais, toutes les charges et ton investissement, il est clair. Que tu ne vas pas en disant « Ah, j'achète un bien comme mon tonton à Noël m'a dit de faire ». Et puis, je vais louer 1008. Et puis tu commences à calculer, tu dis « Ah putain, merde, je dois mettre 200 balles tous les mois pour m'en sortir. Ouais. » Non, il faut que tu saches comment calculer une rentabilité, quelles sont tes taxes, ce que ça va te coûter en charge de propriétaire. Tu dois pouvoir analyser ton investissement dans son entièreté sur le temps
Une fois que tu fais ça, mais ça évidemment, il faut se former, poser des questions à des courtiers comme toi, des formateurs comme moi ou autres, suivre le rendez-vous des propriétaires, ton podcast. Il y a plein de choses aujourd'hui et ça c'est très chouette. Si je peux faire une petite parenthèse, parce qu'il y a des moments j'étais un peu agressif envers d'autres youtubeurs, influenceurs immobiliers, mais je vais prendre tu sais, Arnor, nous, rendez-vous des propriétaires, conseil immo et tout. Tous ces gens, ils essayent quand même d'apporter une même parole, c'est de dire vas-y achète, investis. Et chacun fait son chemin, mais ça c'est cool, c'est des gens qui essayent, qui apportent gratuitement, sauf quand tu prends une formation individuelle et qu'on analyse, c'est normal, c'est un métier, mais on apporte énormément d'infos gratuites. Et donc aujourd'hui, tu peux t'informer très fort là-dessus. Et si tu as besoin d'une main dans le dos, il y a des gens qui sont dispo. Et là, ça devient un travail. On fait rémunérer évidemment, mais on t'accompagne pour t'assurer pour le premier. Après, deuxième, troisième, tu es parti tout seul. Tu vois. Magnifique. Et sinon, j'ai une question pour toi alors, petite dernière. Dans 10 ans ou dans 5 ans, où va Ken? Moi, Bertrand, j'ai une belle vie. Hein. Je t'ai dit, j'ai entendu. Je joue au basket, je vais à la salle, je m'occupe de mes filles, j'ai un chouette boulot, j'ai rencontré plein de gens comme toi, super chouettes, dynamiques. Donc j'espère continuer à rencontrer des gens comme ça, toujours faire partie de vos projets qui sont super chouettes. Merci. Pourquoi pas que Yabox fonctionne? Bah, franchement, je te le souhaite et je pense que ça va péter. J'espère, mais tu vois là où moi je suis pas du tout entrepreneur, comme je disais moi je suis un suiveur. C'est la première fois que je fais un truc où ça dépend de moi, tu vois. Je suis pas l'énergie de quelqu'un, même si je fais ça avec mon grand frère, on s'aide l'un l'autre. Mais donc c'est curieux, je vais quelque chose que je connais pas. Mais t'aimes bien? Ça t'angoisse? Ça te booste, ça te stresse? Ça me bouscule dans ma vie très tranquille. Comme dans mes investissements, comme dans ma vie, j'aime bien une vie qui est cool. Et donc, si tu veux me souhaiter un truc, je veux que cette vie continue le plus longtemps possible. Tu vois. C'est tout ce que je te souhaite. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Merci. À bientôt. J'aimerais quand même dire... Oh là là! Ah, le salopard! Merci! Anniversaire Bertrand! Joyeux anniversaire! Souffle!